Ça a duré 6 années et un jour, c'est évidemment la Deuxième Guerre mondiale. En la cual se vieron aparecer aparatos e ingenios que eran nuevos en el mundo de la técnica. Et on a vu apparaître des découvertes, des appareils qui étaient tout à fait nouveaux dans le monde de la technique. Uno de ellos fue el primer cohete capaz de alcanzar grandes distancias, la V2 de los alemanes. Le premier d'entre eux est la première fusée qui était capable d'atteindre des distances importantes, c'est la V2 des Allemands. Del cual en los dos últimos años de la Guerra Mundial se efectuaron varios miles de lanzamientos sobre Gran Bretaña y la parte continental de Bélgica y de Francia. Voilà, dans la dernière phase de la guerre, il y a eu quelques milliers de lancements sur la Belgique, le nord de la France et l'Angleterre. Otro de los hitos que marcan la diferencia de alguna forma en la evolución de la humanidad fue el desarrollo de técnicas nucleares. En même temps, un autre événement important était le développement des techniques nucléaires. Empezando por la construcción con éxito del primer reactor nuclear por un equipo dirigido por un físico italiano, Enrico Fermi. Notamment la mise en place du premier réacteur nucléaire par une équipe dirigée par un physicien italien, Enrico Fermi. Que, involucrado en el proyecto Manhattan de Estados Unidos, construyen una primera pila atómica. Qui a été impliqué dans le projet Manhattan des États-Unis, et ils ont construit la première pile atomique. Y a partir del año 1941 se acelera muchísimo la producción, por un lado, de plutonio. A partir de 1941, la production de plutonium s'accélère vite. Y por otro lado, el enriquecimiento de uranio para fabricar ingenios nucleares. Et de l'autre côté, l'enrichissement de l'uranium qui permet de construire des engins nucléaires. Eso lleva a que en el año 1945, en un desierto de Nuevo México que se llama en castellano Jornada del Muerto, se realice la primera prueba atómica de la humanidad. Dans le désert du Nouveau-Mexique, dans un endroit qui porte un nom espagnol, qui s'appelle la Journée du Mort, littéralement, et on a produit la première expérience nucléaire de l'histoire de l'humanité. Donde se hace explotar una bomba basada en plutonio con una potencia de 20.000 toneladas de trinitotolueno. On a fait exploser une bombe de plutonium dont la puissance est équivalente à quanto? 20 kilotones. 20 kilotonnes. 20.000 toneladas de trinitotolueno. 20.000 tonnes de TNT. Este primer aparato es seguido muy rápidamente por el uso en la guerra, lanzando 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Cette découverte a été vite employée dans la guerre avec le lancement de 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Y destruyendo prácticamente al completo las ciudades, causando una enorme cantidad de muertos y terminando la Segunda Guerra Mundial. Les 2 villes ont été presque complètement détruites et d'ailleurs cela a comporté la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En el futuro, la parte de cohetes y la parte de armas nucleares va a estar muy ligada en el desarrollo de la técnica. Désormais, le secteur des fusées et le secteur du développement nucléaire ont été très imbriqués dans le développement de la technique. Porque aunque acaba la Segunda Guerra Mundial, a mediados del año 45, no entramos en una época de paz, sino que se van encadenando conflictos de forma continua. La fin de la guerre mondiale ne comporte pas le début d'une période de véritable paix, mais plusieurs conflits se sont enchaînés d'une manière continue depuis. Los antiguos aliados se juntan en bloques y eso hace que empiece lo que se conoce como la Guerra Fría. Les alliés se divisent en 2 blocs et cela donne lieu à ce qu'on appelle la guerre froide. 2 bloques dirigidos por Estados Unidos y por la Unión Soviética que durante estos años están al mando de las personas que pueden ver en este gráfico. Voilà, c'est le 2 blocs des États-Unis et de l'Union soviétique dont les dirigeants sont ceux que vous pouvez voir sur cette graphique. La Unión Soviética en el año 1946
justo después de la Segunda Guerra Mundial, decide hacer un esfuerzo muy importante en 3 puntos: la energía nuclear, el radar y los misiles. Après la guerre, l'Union soviétique a décidé de faire un effort très important dans 3 domaines, celui de l'énergie nucléaire, celui du radar et celui des missiles. Y en la parte de los misiles crea un instituto de investigación, el NI 88, dentro del cual hay una oficina de desarrollo donde está una persona que tiene mucha importancia en el desarrollo del nacimiento de la aeroespacial, que se llama Sergei Korolev. Dans le champ des missiles, on crée un institut de recherche dans lequel on trouve un institut dirigé par un personnage très important dans cette histoire qui est Sergei Korolev. Que empiezan partiendo de las V2 alemanas, mejorándolas, eliminando diferentes problemas que tenían en su primera etapa. Le point de départ, c'est le développement et l'amélioration de EV2 allemande. Y además enseguida la Unión Soviética consigue reproducir con éxito uno de los ingenios nucleares con una potencia parecida a la de que usó Estados Unidos. Et d'ailleurs, l'Union soviétique parvient à reproduire avec succès l'un des appareils nucléaires qui avait été auparavant développé par les États-Unis. Los misiles cada vez son más potentes, pasando a la R2, que no solo es una V1 ampliada. Les missiles sont chaque fois plus puissants. Finalement, on arrive à la R2, qui n'est pas seulement une V2 amplifiée, mais sino que lleva una serie de mejoras que hacen que alcance muchísimo más distancia para lanzar el armamento. Il est capable d'atteindre des distances bien plus grandes que celles de l'ancienne V2. Por otra parte, en Estados Unidos, sobre todo, se hace ya de una forma práctica una maniobra entre aviones que consiste en que se puedan rellenar, se puedan reavituallar en vuelo diferentes bombarderos, por ejemplo, los que aparecen en la foto. Aux États-Unis, ça arrive à développer une manœuvre qui permet de ravitailler les avions en vol, comme on peut voir sur la photo. Y en el año 1949, por primera vez, una flota de bombarderos da la vuelta al mundo sin necesidad de aterrizar en ningún aeropuerto intermedio. Et donc, pour la première fois en 1949, une flotte de bombardiers sont capables de faire le tour du monde sans avoir besoin d'atterrir nulle part. Dándose la circunstancia de que la Unión Soviética y también China de alguna forma se ven englobadas en una red no solo de bases en tierra, sino de posibilidad de alcanzarse por aire en cualquier momento. Cela donne lieu à une situation dans laquelle aussi bien l'Union soviétique et la Chine sont entourées par un réseau de bases de services aériens qui permet aux États-Unis d'atteindre n'importe quel point de l'intérieur de la Russie ou de la Chine à n'importe quel moment. No obstante, no todo es armamento. En el año 1950 hay un grupo de científicos que buscan apoyos en diferentes instituciones para elaborar un proyecto de investigación común. Tout n'est pas que des conflits. Dans les années 50, il y a aussi un groupe de gens de sciences qui se mettent ensemble avec un projet commun. Que en principio iba a ser un nuevo año polar internacional. Il s'agit de faire un nouvel an polaire international. Pero que al final evoluciona en otro proyecto mucho más ambicioso, que es el IGI, el Año Geofísico Internacional. Mais cela termine par donner un projet bien plus ambitieux, qui est celui qu'on peut voir là, l'année géophysique internationale. Que aunque se llama año, realmente va a durar 18 meses. Même si ça s'appelle année, en réalité sa durée va être d'un an et demi. Aprovechando que durante esos años está previsto que el Sol tenga un máximo de actividad. Il profite du fait que pendant ces années-là, il était prévu que le Soleil aurait une activité plus importante que d'habitude. El proyecto fue un éxito, participaron 67 países con más de 30.000 científicos involucrados en un montón de investigaciones.
Le projet a été un succès avec la participation de 67 pays et plus de 30 000 scientifiques qui ont participé. Compartiendo muchas veces estudios en los polos, países que en otros sitios son acérrimos enemigos. Et comme ça, dans les pôles, il est arrivé que des équipes des pays qui sont ennemis partout dans la Terre ont partagé des espaces de recherche communes. Construyéndose nuevas bases en el Antártico. De nouvelles bases ont été construites dans l'Antarctique. Como las americanas McMurdo y Amundsen Scott y la rusa Vostok. Comme les bases américaines, McMurdo et Amundsen Scott, et la base soviétique Vostok. Que siguen en actividad hoy en día y, por ejemplo, la Vostok se utiliza de forma conjunta con Rusia, Estados Unidos y Francia. Et on les utilise toujours, et même la Vostok est utilisée aujourd'hui d'une manière partagée entre les États-Unis, la Russie et la France. Se intentan actualizar y mejorar datos de muchísimas actividades de la ciencia relacionadas con la Tierra y el Sol. On essaie de mettre à jour et de partager beaucoup de données de plusieurs domaines de la science. Y uno de los puntos que aparece al final de la propuesta que se hace a todos los países es estudios de la atmósfera utilizando cohetes y satélites. Et finalement, on fait une proposition à tous les pays consistant à proposer des études de l'atmosphère en utilisant des fusées et des satellites. Por ahora vamos a dejar el año polar internacional y seguimos en el recorrido temporal. Donc pour l'instant, on va laisser à l'écart l'année internationale qu'on vient de voir et on va prendre une autre voie. En 1952 se consigue un nuevo tipo de armamento nuclear basado en la fusión. En 1952, on arrive à construire une bombe à fusion. Que son miles de veces más potentes que las anteriores. Et ça fait une puissance de quelques milliards de fois plus grande que celle des bombes antérieures. Y que es una de las más de 2000 pruebas que se han realizado en el mundo para mejorar, entre comillas, este armamento. Ça fait partie de plus de 2000 essais nucléaires qui ont été faits dans le monde pour, entre guillemets, améliorer cet armement. En los años 50 también se consigue fabricar navíos propulsados por reactores nucleares. Dans les années 50, on arrive aussi à construire des nefs capables de bouger en utilisant la force nucléaire. Y con esa situación, el Consejo de Ministros de Rusia, de la URSS, autoriza la construcción del primer misil que va a ser capaz de lanzarse desde un continente y alcanzar otro. C'est ainsi que le gouvernement de la Russie, de l'Union soviétique, autorise la construction d'un missile capable d'atteindre un autre continent. Para ello, en muy poquito tiempo se construye una base de lanzamiento y de pruebas que para despiste de los posibles países extranjeros se llama Baikonur, aunque no estaba en Baikonur. Ils construisent très vite une base pour les essais, pour les lancements, et afin de cacher la véritable localisation aux autres pays, on l'appelle Baikonur, même si elle n'était pas véritablement dans la localité de Baikonur. Esta base de lanzamiento se sigue utilizando hoy en día. Elle est toujours utilisée. Y además en esos mismos años se siguen mejorando otros tipos de cohetes, pero de alcance más limitado. En même temps, on améliore d'autres types de fusées qui ont une atteinte plus limitée. Y por fin llegamos a 1957. ¿Qué cosas teníamos en esos años? Comme ça, on arrive à 1957. Qu'est-ce qu'on avait dans cette époque-là? Pues había vehículos como estos. Il y avait des voitures comme celle-ci. O como este. O comme celle-ci. Y muchos de los primeros como este. Et il y en avait beaucoup comme celle-ci aussi. Porque el SEA 600 también este año cumple el 60 aniversario de su lanzamiento en España. Parce que cette année, on fête aussi les 60 années du lancement de la SEA 600 en Espagne.
Por el lado de aparatos militares, se van mejorando cada vez todo tipo de aviones. Toutes sortes d'avions sont améliorés, développés, alcanzando velocidades ya muy elevadas. ils sont déjà capables d'atteindre des vitesses énormément élevées, o construyendo bombarderos capaces de llegar a enormes distancias. ou on construit des bombardiers qui sont capables d'arriver partout dans le monde. Aunque también surge una duda que de vez en cuando se vuelve a repetir. ¿Es mejor tener aviones con tripulación o misiles sin tripulación? Et il y a toujours un doute qui se répète. On se demande s'il vaut mieux d'avoir des avions avec des avions tripulés ou bien avoir tout simplement des fusées qui n'ont pas besoin d'un équipage humain. También hay pruebas que alcanzan grandes alturas con globos con tripulación. On fait aussi des essais qui atteignent des très grandes altitudes. Y se siguen produciendo muchísimas pruebas atómicas, como una serie de 28 explosiones casi seguidas por Estados Unidos. Et on fait sans arrêt des essais nucléaires. Y el 4 de octubre de 1957 se presenta un revolucionario avión canadiense. En octobre 1957, il est présenté un avion canadien censé être révolutionnaire. Pero que casi no tiene acogida en la prensa porque el mismo día se lanza el Sputnik. Mais les médias ne se font pas l'écho de cet avion parce que c'est justement le jour dans lequel le Sputnik a été lancé. Un lanzamiento que se aceleró porque la Unión Soviética pensaba que estaba en riesgo ser el primero en llegar al espacio. Le lancement du Sputnik a été fait un peu avant que prévu parce que l'Union soviétique pensait qu'ils avaient le risque de se voir dépassés par les États-Unis. Debido al pulso que tenían con otros proyectos de Estados Unidos. Du fait qu'il y avait une concurrence avec d'autres projets similaires des États-Unis. Porque cuando se constituye el Año Internacional Polar, cuando se pide que los países lancen satélites al espacio, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos responden afirmativamente y claro, querían ser los primeros. Parce que vis-à-vis de la demande de l'année internationale polaire de construire des fusées, les États-Unis et l'Union soviétique répondent par l'affirmative, mais l'un et l'autre, ils veulent être les premiers. Para ello, al principio de los años 50, se empieza el desarrollo del cohete R-7, una versión actualizada de los cuales se sigue utilizando hoy en día. Au début des années 50, a été développée la fusée R-7 qui, d'une manière certainement évoluée, est toujours utilisée de nos jours. Con una serie de motores que eran muy complicados para lo que puede parecer hoy en día debido a limitaciones técnicas del momento. Les moteurs étaient très compliqués du point de vue d'aujourd'hui parce qu'il y avait des limites techniques fortes. Pero que siguen funcionando hoy en día perfectamente. Mais ils marchent toujours parfaitement. Y además, al final Korolev consigue convencer al gobierno ruso de que es viable y muy positivo para el país lanzar un satélite al espacio. Et surtout le fait que finalement Korolev est parvenu à convaincre le gouvernement de l'Union soviétique
du fait que la construction et le lancement d'un satellite serait profitable pour le pays. Para lo cual aprueban la construcción de un satélite muy pesado al que llaman Objeto D. Et donc ils acceptent la construction d'un satellite très lourd qu'ils appellent Objet 2. Pero mientras tanto, en Estados Unidos, donde las diferentes ramas militares cada una tiene su propio proyecto espacial, En même temps, aux États-Unis, chacune des sections de l'armée a son propre projet spatial. están consiguiendo cosas como lanzar con el cohete Júpiter C un objeto hasta 1100 kilómetros de altura sin ponerlo en órbita. Ils sont aussi en train d'obtenir des résultats comme le lancement de la fusée Jupiter C, qui est capable d'atteindre 1100 km de hauteur, mais sans arriver à les mettre en orbite. Porque el presidente Eisenhower quería que se consiguiera la puesta en órbita de un satélite artificial con un cohete que no pareciera militar. Parce que le président Eisenhower voulait qu'on mette en orbite un satellite, mais en utilisant une fusée qui ne devait pas ressembler à un objet militaire. Para lo cual se estaba desarrollando por parte del Laboratorio de Investigación de la Marina Americana. Et pour ce faire, les laboratoires de la marine étaient en train de développer el cohete Vanguard, que era muy ligero y que podía poner una carga en órbita, pero muy pequeña. La fusée Vanguard, qui était très légère et qui pouvait mettre en orbite une masse mais trop petite. Este era el satélite que estaban preparando, que tenía ya componentes miniaturizados. Sur la photo, il y a le satellite excusez-moi, qu'ils étaient en train de préparer. Y como ven que se les pueden adelantar, a propuesta de Korolev y de algunos de sus ingenieros, cambian el proyecto del satélite para construir uno mucho más ligero y más sencillo. Vu que le risque de se faire dépasser par les États-Unis était clair, il décide, d'après la proposition de Korolev, de changer de projet et au lieu du satellite lourd, de construire un satellite beaucoup plus léger. Que será el satélite que conocemos ahora como Sputnik 1. Et c'est ce qu'on connaît toujours comme Sputnik 1. Le habían condicionado el lanzamiento del satélite a que tuviera al menos 2 lanzamientos con éxito del cohete intercontinental. La condition était qu'avant le lancement du satellite, il fallait avoir 2 lancements avec succès de la fusée. Y eso se cumple a principios de septiembre. Ces conditions sont remplies en début septembre. Modifican el cohete R7 para que en su ojiva tenga, en la parte superior, lleve el satélite artificial. Il modifie la fusée pour qu'elle soit capable d'accueillir le satellite. Y lo lanzan con éxito el 4 de octubre de 1957. Et la fusée est lancée avec succès le 4 octobre 1957. Además, en muy poquito tiempo ponen en órbita otro satélite de muchísima más masa con un animal en su interior, la perra Laika. En trop peu de temps, ils mettent en orbite un deuxième satellite avec bien plus de masse et surtout avec à l'intérieur la chienne Laika. Y Estados Unidos se ve en una situación entre asombro y choque. Pour les États-Unis, c'est un choc, ils ont frappé de voir le succès. E intentan lanzar a finales de ese mismo año el cohete Vanguard. Et ils essaient de lancer à la fin de l'année la fusée Vanguard. Con resultados bastante lamentables. ¿Bastante? Juan. Sí, no hace falta traducirlo. Los primeros satélites artificiales son el Sputnik 1, lanzado con éxito en octubre, al siguiente mes el Sputnik 2, noviembre. Luego el Vanguard, que hemos visto que no salen las cosas como esperaban. Sí que consigue Estados Unidos lanzar su primer satélite, el Explorer 1, con un cohete militar originario de los laboratorios del ejército. Y al final se logra un Vanguard 1
a principios del año 58, que como cosa curiosa todavía sigue en órbita. O sea,